Hola. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. OK. Fait que je pense que ça va. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, parfait. Ouais, c'est ça, juste le baisser peut-être un petit peu. Ouais, parfait. OK. OK, Ok, good. c'est bon. Fait que on va enlever les écouteurs, puis on va faire l'entrevue comme ça. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est muy bien? Muy bien, sí. Muy Lo has bien. dicho OK. muy bien. Donc, bienvenue, Fré Merci beaucoup pour Guevara. l'invitation. Est-ce que c'était voulu que ça ressemble à Che Guevara? Et je ne sais pas. Tu sais pas? T'as jamais Non, demandé? mais honnêtement, je pense mon prénom, je ne sais pas d'où mon père à l'époque l'avait sorti. J'ai appris dernièrement, il y a quelques années, que c'est les rois de la fertilité viking. Donc, Fré? les dieux vikings de la fertilité. OK. Frey. Fré. OK. Sa sœur Freya. Vous venez de où? Je suis originaire de la Colombie, en Amérique du Sud. Colombie. OK. Oui. Là, est-ce qu'on se dit vous, tu? Comment qu'on... Comme tu veux. Oui, OK. Bon, ben, on va y aller avec le tu. Est-ce que, là, toi, t'es directeur Oui. de Syrie. Série Solidarité ethnique régionale de la Yamaska. OK. C'est qui le genre de personnes qui arrivent le plus que vous recevez à l'organisme? Bon, la situation de l'immigration est très changeante. Si on parle de l'année où je suis arrivé en 2003, donc dans les années 2000, la principale catégorie d'immigration qui accueillait l'organisme, c'était les réfugiés pris en charge par l'État. Mais la réalité par rapport aux catégories d'immigration a changé. Et ce qu'on entend parler beaucoup plus à la télé, dans les différents médias, sont les demandeurs d'asile. C'est une catégorie particulière différente à celle des réfugiés pris en charge par l'État. Mais la catégorie la plus présente au Québec sont les travailleurs étrangers temporaires. OK. Partout au Québec. Et dans notre organisme, ça représente au moins la moitié des personnes qu'on accueille pendant l'année. OK. Puis ça, des demandeurs d'asile, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Ça me fait énormément plaisir de pouvoir t'expliquer parce que ma vision de la situation, c'est qu'actuellement, on entend parler beaucoup des demandeurs d'asile, puis la communauté en général ne comprend pas exactement quelle est cette Non. histoire de demandeur d'asile. On a la tendance souvent à dire qu'un demandeur d'asile, c'est une personne illégale, donc qui sont des illégaux. Et non, c'est un processus complètement légal. Et la personne qui demande l'asile, elle est la plus intéressée à lever la main et dire « je suis là, je demande l'asile ». Parce que si on ne fait pas ça, on devient illégal. OK. Et si on lève la main et on dit « je demande l'asile », il y a tout un accompagnement, même s'il est très limité, qui lui permet d'avoir la légalité à l'intérieur du pays. Alors, un demandeur d'asile, on entend beaucoup parler du chemin Roxham, mais ce n'est pas la seule façon d'entrer au Canada. On peut entrer au Canada via aérienne, donc dans l'avion avec un visa de touriste. Et une fois qu'on arrive dans le territoire canadien, on peut demander l'asile. Le fameux processus, c'est devant un commissaire à l'immigration, de l'immigration, pour présenter des preuves comme quoi sa vie est en danger. Okay. C'est la raison fondamentale qui va déterminer si la personne a le droit ou pas d'être personne protégée. Okay. Parce qu'une fois qu'on est demandeur d'asile, qu'on fait le processus, à la fin, le commissaire à l'immigration va pouvoir dire « oui, votre cas est accepté, donc vous êtes une personne protégée ». À ce moment-là, c'est un autre processus qui commence pour plus tard la personne pouvoir demander la résidence permanente. OK. Et à ce moment-là, la personne devient un résident permanent. Qui, si on fait la comparaison entre un résident permanent et un Canadien, il y a juste deux droits qui n'a pas un résident permanent, qui est le droit au passeport et le droit au vote. Sinon, sont tous les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce n'est pas juste des droits, aussi des obligations. Ouais. Tu disais que le demandeur d'asile, il était vraiment restreint dans ce qu'il pouvait faire quand il arrive. Qu'est-ce qu'il a droit, en fait, quand mettons, pour pouvoir obtenir un permis de travail, il faut aussi compléter un autre processus pour pouvoir accéder à un permis de travail. Sinon, la personne va être bénéficiaire de l'aide sociale, du bien-être social. Mais la plupart ont la tendance à aller chercher un emploi. Parce que ce sont des gens, si on traversait plusieurs pays, j'ai des histoires à te raconter, des gens qui ont quitté l'Afrique, ils sont rentrés en Amérique du Sud, ils ont traversé l'Amérique du Sud, les tampons du Darien, donc traversé de la Colombie vers le Panama, c'est une jungle très dangereuse, continuer à marcher pour arriver jusqu'à la frontière canadienne.
Donc, traverser le Mexique, tous les pays de Centro-Amérique, traverser les États-Unis pour se retrouver ici, mettons à chemin Roxham, et aujourd'hui, ils sont parmi notre communauté. Alors, si ces gens-là ont eu cette force pour pouvoir faire ces traverses C'est ça. avec des enfants souvent, et arriver ici, c'est pas pour rester à rien faire. Mais non, Ce sont c'est des ça. gens qui ont l'intérêt de prouver qu'ils sont des gens qui sont capables d'apporter à la communauté. OK. Puis quand ces personnes-là arrivent, est-ce qu'ils vont directement à un organisme comme vous? Comment ça se... Ces gens-là arrivent dépaysés. Ils veulent entrer au pays, ils se présenter devant les autorités, lever la main. C'est à ce moment-là que les autorités vont les référer au lieu le plus proche pour obtenir des services. Par exemple, s'ils viennent à Granby, ils veulent obtenir des services de série, sont très limités parce que la catégorie des demandeurs d'asile lui donne des services de base, principalement des informations de comment ça fonctionne. Pour obtenir certains documents, comment faire une recherche de logement, on donne toute l'information, mais après ça, c'est arrangez-vous. Une chance que notre organisme, au fil des années, a développé des services complémentaires. Donc, ce sont des services auxquels n'importe quel enfant, même sans papier, a le droit de fréquenter une école. C'est un droit universel. C'est comme les droits de la personne, les droits... Voilà. Donc, ces services complémentaires, on est capable de pouvoir les accompagner et les pister. Mais dernièrement, il y a eu... la Cour s'est prononcée et présentement, les demandeurs d'asile ont accès aux frais de garde. Okay. Donc, avant, il n'y avait pas la possibilité. Okay. Alors, c'est une situation très complexe. Je vous invite à mettre de côté le statut migratoire ou qu'on est une personne immigrante. Simplement, on est un être humain comme n'importe quel qui veut s'impliquer dans un nouveau milieu où il veut s'installer et qui a l'intérêt de travailler, même si sa langue commune n'est pas assez bien développée, mais qui a l'intérêt de la développer et en même temps travailler et contribuer. Mais on a des enfants d'âge garderie mais qui ne sont pas admissibles à la garderie. Alors, de quelle façon on peut prétendre que ces gens-là qui veulent et pour lesquels on exige qu'ils s'intègrent et qui apportent à l'économie n'ont pas la possibilité de pouvoir s'impliquer correctement parce qu'il y a beaucoup d'empêchements. Alors, la possibilité d'avoir les frais de garde, ça permet aux parents de pouvoir se dégager, soit développer la langue pour aller étudier ou commencer à travailler ou faire les deux choses en même temps. Et si on regarde de notre côté la situation de l'immigration, on pense souvent que l'immigration, c'est un acte humanitaire. Oui, il y a beaucoup d'humanitaire là-dedans. Mais en arrière, le plus important, c'est l'économie, sont les finances. Aucun pays va simplement ouvrir les portes parce que, oui, on est humanitaire. Non, c'est parce qu'il y a un gain à quelque part. Oui. Plus de 60% des personnes qui rentrent au Québec, c'est la catégorie économique. OK. Qui sont la catégorie économique? Les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs qualifiés, les investisseurs. Mais je trouve que c'est une excellente opportunité que tu me permets de pouvoir parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle que des demandeurs d'asile et on est débordé à cause des demandeurs d'asile. Il n'y a pas d'appartement parce que ce sont les demandeurs d'asile. C'est les 3%. C'est les 3% de toutes les personnes qui rentrent au pays qui sont les demandeurs d'asile. Mais les 60, je ne sais pas combien pour cent, sont les travailleurs, sont les gens qui apportent à l'économie. Et pourquoi on ne le dit pas à la télé? Pourquoi on ne le dit pas dans les journaux? Je ne sais pas. C'est étrange le terme demandeur d'asile, tu sais, dans le sens que pour nous, un asile, c'est un institut pour les fous. Je comprends comme l'interprétation, oui. C'est parce que, pourquoi asile? Il faut un abri, un endroit pour se protéger. De quoi? De la situation de son pays. Parce que si je reste dans mon pays, je vais être persécuté, je vais être tué. Donc, j'ai besoin d'avoir l'asile, quelque part, d'avoir les refuges. Mais on ne peut pas les appeler de la même façon que les réfugiés. Parce que les réfugiés ont été déjà considérés, avant son départ, qu'ils sont des réfugiés. Les réfugiés pris en charge par l'État sont des gens que le gouvernement a choisis dans différents pays dans le monde où il y a des différents types de situations complexes. Soit la situation, principalement actuellement, c'est la guerre. Lorsqu'il y a des situations de guerre, des conflits armés, des famines, des situations, des catastrophes naturelles. Donc le gouvernement, en collaboration avec l'Haut Commissariat pour les Nations Unies, les réfugiés, ils vont dans les différents camps de réfugiés, principalement dans les pays africains, parce qu'il n'y a pas de camps de réfugiés partout. C'est principalement en Afrique et actuellement avec la situation de la Syrie en Jordanie. Donc, il y a une commission du gouvernement canadien
qui se présente dans les camps de réfugiés, qui regarde les listes, il va choisir les personnes pour les amener au Canada. Alors, au moment que les gens quittent les camps de réfugiés, sont déjà considérés réfugiés, ils sont déjà résidents permanents. OK. Ils arrivent avec tous les droits, sauf les droits au vote et au passeport. Mais ils ont droit à tout en arrivant. Donc, ces gens-là ont accès à l'aide sociale, mais en même temps, il faut rembourser les billets d'avion. Imagine une famille, une dame monoparentale avec 4-5 enfants qui vient de n'importe quel pays en Afrique. Combien ça coûte les billets d'avion à partir d'Afrique en passant pour l'Europe, changer d'avion? Combien ça coûte ça pour une dame monoparentale qui a vécu dans son camp de réfugiés 10-15 ans, qui est éloignée de la modernité, de l'accès à la scolarité, à la réalité nord-américaine, et qu'il faut commencer au lendemain de son arrivée, on commence à lui parler du code Wi-Fi. Et peut-être dans les camps de réfugiés, il n'y avait même pas d'électricité. Non, c'est ça. Alors, ils sont complètement déphasés, sont dans des réalités, dans des mondes complètement différents. Ils arrivent et on exige que ces gens-là s'intègrent, ils fonctionnent là, en arrivant. Mais il y a tout un défi financier. Combien de membres de sa famille ont resté dans le camp de réfugiés? Mais sont juste eux qui ont réussi à pouvoir sortir. Ils sont déchirés. Ils font face à une nouvelle réalité, à une nouvelle température, culture. Et toutes ces valeurs culturelles et repères historiques ont resté là-bas. Puis on exige en plus. Et il y a l'engagement financier. Donc, c'est beaucoup de force qu'il faut avoir, beaucoup de résilience plutôt, dirais-je. Parce que apprendre une langue, c'est pas comme la loi 96 prétend qu'à l'intérieur des 6 mois, on soit francisé, go. Ben non. Il y a toutes sortes de défis organisationnels, administratifs à considérer à l'intérieur des 6 mois, au-delà de la capacité intellectuelle de chaque individu. On sait que chacun apprend son rythme. Oui, aussi. Et apprendre une langue, pour certains, c'est plus exigeant que pour d'autres. Et à l'intérieur des 6 mois, on ne peut pas dire qu'on est francisé. Qu'on est capable de comprendre et se débrouiller, oui. Mais qu'on soit francisé au 100%, non. Tu as parlé du code, du Wi-Fi, en fait. Puis ça m'a fait penser parce que je suis allée voir sur le site Internet de Siri. Puis j'ai vu qu'il y avait une genre de formation qu'ils donnaient aux familles. Puis, tu sais, il expliquait, mettons, tu sais, pour nous, c'est tellement banal, mais tu sais, expliquer que les produits chimiques, il faut pas qu'ils soient à la hauteur des enfants. Expliquer les prises électriques. Expliquer, tu sais, puis il y avait plein de choses que je me suis dit, mais mon Dieu, c'est tellement un monde différent. Tu sais, comme tu as dit, il y en a qui passent des années dans des camps, puis ils sont complètement dépaysés, ils n'ont rien. J'imagine qu'ils vivent dans des genres de tentes. Exactement. J'ai vu beaucoup de vidéos qui m'ont permis de comprendre la situation, la réalité. Et j'ai vu des vidéos des gens qui ont quitté les camps de réfugiés. C'est un monsieur originaire de la Syrie qui était réfugié en Jordanie. Puis il m'a montré où il habitait avec, je pense, il a 5-6 enfants. Enfin, comme ça, donc lui, sa conjointe, 6 enfants, dans un espace comme 7 pièces, de à peu près 3 par 4 mètres carrés, à peu près 3-4, oui, c'est ça. C'était terre, et c'était une affaire en métal. C'était là qu'il vivait. Il faisait froid, il faisait chaud, il faisait tout, mais c'est comme ça qu'il fallait vivre. 8 personnes à l'intérieur de cet espace. Imagine. Ouais. Alors, sortir de ce monde et arriver ici avec toutes les commodités qu'on a, avoir accès à l'eau potable, c'est incroyable. Il y a un monsieur qui a fallu lui expliquer, il venait de notre pays, pas de la Syrie, qui a fallu lui expliquer comment prendre la douche. Ben oui. Il interdisait à son enfant de toucher l'eau parce que l'eau était contaminée dans les camps de réfugiés. Il ne pouvait même pas la toucher. Alors, lui montrer à l'enfant qu'il pouvait... Je me souviens, lorsque je suis allé à l'école, à l'époque, j'étais intervenant scolaire, il lui montrait comment fonctionnait le lavabo avec une pédale. C'était de la magie pour lui. Et en plus, savoir qu'il pouvait toucher l'eau, et en sortant qu'il y avait un abreuvoir et qu'il pouvait boire de l'eau, c'était magique pour lui. Puis il regardait son père il faisait signe, oui, tu peux faire confiance, oui, tu peux aller. Imagine, juste la possibilité de boire de l'eau d'un robinet, c'est un miracle.
Et nous, on prétend que les gens arrivent et 2 jours après soient fonctionnels comme un Québécois qui est né en Amérique du Nord. Donc, on est dans des réalités complètement extrapolées. Et peut-être la vitesse du monde dans la société dans laquelle on vit actuellement nous oblige à fonctionner rapidement. Mais on oublie qu'il y a des gens qui sont en processus, sont comme des bébés qui arrivent, qui ont toutes les compétences, mais sont en train de tout découvrir. Juste de rentrer dans une épicerie, ça doit tellement être dépaysant. Tu peux me poser la question de différentes situations et je vais te donner des situations cocasses qui sont drôles, mais en même temps très tristes. Vas-y. Par exemple, on s'en va faire un gars qui a été parrainé par sa conjointe, elle lui a fait goûter la poutine. D'ailleurs, j'adore la poutine. Et lui, il était émerveillé d'avoir goûté à la poutine. Donc, elle travaillait, il venait d'arriver, donc il attendait la maison. C'est lui qui s'en occupe un peu de la maison. Et il a eu la chance d'aller à l'épicerie. Il a vu une canette. Il y avait une photo d'une poutine qui était marquée poutine. Donc, il a dit, c'est la poutine en canette. En Amérique du Nord, on utilise des canettes pour mettre la bouffe. Donc, il a acheté la canette. Il appelle sa conjointe. Mon amour, c'est moi qui va préparer le souper ce soir. Puis, il était tout content en sachant que c'était lui qui voulait préparer tout. Et il attendait au moment qu'elle arrive pour ouvrir la canette. Et tout était prêt. Il ouvre la canette, il y avait juste la sauce. Il pensait qu'il y avait tous les contenus à l'intérieur. Une dame qui est allée faire l'épicerie, il voit dans les comptoirs qu'il y avait des canettes avec un chat. Mais c'était la bouffe pour les chats, hein? Mais elle pensait que c'était la viande des chats. Des histoires comme ça, qui sont drôles, mais en même temps tristes. Un monsieur on lui avait dit, il faut faire attention à la consommation d'électricité parce que la facture va être assez chère si tu laisses beaucoup d'ampoules allumées. À chaque fois qu'il allait au frigo, il voyait qu'il y avait une ampoule allumée. Puis il fermait, il ouvrait à nouveau, allumé. Donc, sa conclusion, ça reste allumé tout le temps. Oh. Donc, il a décidé de débrancher. Non. Imagine les dommages avec les choses qu'il venait d'acheter. Oh. Des situations comme ça, il faut les réapprendre. Mais oui. Mais ils sont des gens pleins de talents, pleins de capacités. Une fois qu'ils ont compris la situation, après ça, ils commencent à nous montrer sa débrouillardise de comment solutionner plein de problèmes qu'on ne sait pas comment régler. Oui. Ils vont nous montrer des choses qu'on va découvrir. Et les gens qui dans leur pays lavaient les planchers, c'était avec de l'eau, des chaudières d'eau partout. Et après ça, non, ici, on ne peut pas. Donc, il faut expliquer quel est l'impact de cette situation si jamais on le fait dans un bloc d'appartement. Qu'est-ce qui va passer avec les messieurs d'en bas? Alors, ce type de situation, il faut juste leur montrer. Et si on s'en va à n'importe quel autre pays où on mange différent, mettons en Chine, qui on utilise ou en Japon, les petites... les baguettes. Les baguettes. Il faut apprendre à manger ça. Mais une fois qu'on apprend, on est capable. Mais il y a des alternatives également. Ouais. Donc, c'est ça qui arrive. Il y a des alternatives pour faire la même chose. Ou sinon, on va apprendre. Mais il faut juste donner du temps. Ouais, c'est le temps qui va nous permettre de pouvoir développer les compétences. Et ça, on peut l'appliquer pour n'importe qui, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel contexte. C'est juste donnez-nous la chance d'apprendre et je vais le faire. Ouais. Je trouve ça difficile de m'imaginer quelqu'un, tu sais, autant que la personne a resté des années dans un camp, autant la personne qui marche tellement longtemps pour arriver ici. Puis dans les deux cas, un coup arrivé ici, tu sais, c'est même pas encore fini. Tu sais, dans le sens qu'il y a tellement un autre sorte de stress qui embarque. Plusieurs stress. Le stress monétaire, le stress de tout apprendre, le stress de pas de la savoir, famille qu'on a laissée. Oui, aussi. Qui attend qu'on soit stable et qu'on commence à envoyer l'argent. Ouais. Donc, tu vois, la pression, c'est énorme. Mais c'est non, partout. c'est ça. Ouais. OK, on cherche l'école pour les enfants. Finalement, on a l'école pour les enfants. Mais tous les processus d'apprentissage sont des enfants qu'on va considérer qu'ils sont en retard académique, pas en retard intellectuel. Non, c'est ça. Académique parce qu'ils n'ont pas eu la chance de fréquenter une école au même groupe d'âge, à l'âge que normalement on commence l'école ici. Donc, ils arrivent ici et ces connaissances ne correspondent pas au groupe d'âge. Alors, sont, mettons, de 10 ans, mais ils ont des compétences de maternelle ou de première année. Alors, ce ne sont pas des problèmes intellectuels, c'est simplement qu'ils n'ont pas eu accès à la scolarisation.
Ouais. Alors, il faut adapter aussi son processus d'intégration et d'apprentissage et en même temps la francisation. Alors, comment on va prétendre qu'un jeune arrive à se comporter tel comme tous les autres élèves de sa classe sans avoir jamais eu l'occasion de fréquenter une école dans les contextes nord-américains? Mhm. Si on va faire une évaluation psychologique, les tests qu'on utilise ici sont des tests qui ont été développés, adressés aux enfants d'ici. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. c'est un enfant qui vient d'ailleurs, qui a vécu, Ouais. qui est né dans un camp de réfugiés et qui n'a jamais fréquenté une école comme l'école d'ici. Et on utilise la même évaluation. C'est sûr que les résultats, ça va être biaisé. Mm. Donc, il faut adapter les outils d'évaluation. Il faut s'adapter. Et j'utilise souvent les mêmes exemples lorsque les femmes ont obtenu la reconnaissance de ses droits, Mhm. de son pouvoir dans la société. La société s'est adaptée simplement. Lui a donné la place aux femmes. Ils lui ont permis de pouvoir accéder à certains emplois, à la scolarisation, à s'assumer en tant qu'être humain. Puis on s'est habitué, on fonctionne aujourd'hui, on fait attention à cette situation et c'est de tout respect. Alors, et ça fonctionne. Mhm. Alors pourquoi on ne le fait pas avec l'immigration? L'immigration est là avec nous depuis je ne sais pas combien d'années. Ouais, oui. Et ils sont des êtres humains avant tout. Mm. Avant les statuts migratoires sont des êtres humains qui ont droit à être reconnus comme des êtres humains. Alors, si on fait ce type d'adaptation et on lui donne la place, bon, finalement, on va commencer à fonctionner. Puis on va s'adapter et on va cohabiter. Ouais. Finalement, toutes les différences qu'on a sont une richesse, non? Tu penses que ça serait combien de temps environ pour une famille de s'adapter quand ils arrivent ici? C'est relatif, mais je pourrais dire que ça dépend des pays d'origine, ça dépend des contextes. Donc, dans la catégorie humanitaire, je pourrais dire qu'entre 3 et 5 ans. Puis, avec des résultats très intéressants, des gens qui 5 ans après avoir arrivé ici, après avoir quitté un camp de réfugiés, deviennent propriétaires des maisons. OK. Et quels sont les droits qu'ils ont eus? La francisation. Et le bien-être social pendant le temps qu'ils apprenaient le français. Mais après ça, ils ont commencé à travailler comme n'importe quel autre. Mhm. Dans des emplois pas comme des gestionnaires, non? Ils Non, non. commencent en bas, puis ils Mhm. sont capables de s'organiser, épargner, de trouver des stratégies pour pouvoir épargner et pouvoir accéder en propriété. Donc, dans la catégorie des travailleurs étrangers temporaires, c'est beaucoup plus rapide. À l'intérieur d'une année au moins, Oui. sont déjà fonctionnels et certains arrivent déjà avec la langue, d'autres développent, vont la perfectionner plus avec les contacts, avec les collègues de travail. Alors, ça va beaucoup plus rapidement. OK. Est-ce que je peux te demander pourquoi toi, tu es ici? Et, Pourquoi tu es arrivé ici? oui, c'est une belle occasion de pouvoir partager un vécu d'une autre personne qui peut se ressembler à d'autres. Il y a d'autres qui sont, dans certains cas, peut-être aussi plus déchirants. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de situations difficiles, mais oui. Et bon, la Colombie, la plupart des gens connaissent déjà un discours sur qu'est-ce qui se passe en Colombie. On entend beaucoup parler de la drogue. Mais en arrière de ça, il y a une soif de pouvoir. Donc, le côté politique, la classe politique, il a eu toujours l'intérêt de garder le pouvoir pour contrôler plein de pouvoirs économiques à travers la politique. Donc, il y a eu un conflit interne depuis, je pense, il y a 60-70 ans à peu près, qui a les groupes de A, je vais les appeler comme ça, les groupes A et les groupes B qui se chicanent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines façons de fonctionner dans l'intérieur du pays. Donc, le groupe A commence à se chicaner contre le groupe B, mais au milieu, il y a la population civile. Les gens qui ne sont pas ni A ni B, ou qui sont A et B, ou qui sont seulement A ou seulement B, à cause de la pression sociale. Donc, il faut faire attention. Dans notre communauté, par exemple, il n'y a pas, je sais pas, dans une région éloignée, il n'y a pas d'électricité. Ils commencent à revendiquer les droits d'avoir l'électricité. Donc, ça devient un problème pour certains politiciens. Oh, ça devient un problème pour quelqu'un qui a un pouvoir dans la région. Donc, ces personnes-là commencent à être peut-être visées. Ça est plus facile de le tuer que de régler la situation, de
d'amener l'électricité en village, par exemple. Alors, des situations semblables, c'est pas exactement la même situation, mais c'est passé un peu avec les pères à ma conjointe. Il a été menacé et ils lui ont indiqué de quitter la région, mais il ne voulait pas. Sinon, il était taxé. Il devait toujours OK. contribuer, soit avec de l'argent ou avec des animaux. Il Mm. avait une grande ferme. Donc, à chaque fois qu'il y avait les passages d'un groupe armé, il devait offrir une vache pour nourrir tous les soldats. À un moment donné, il a décidé d'arrêter ça. Donc, il a été tué, simplement. Et les membres de la famille ont été ciblés comme des objectifs militaires. Donc, il fallait quitter absolument la région. Ils se sont cachés ailleurs et la persécution a continué. À un moment donné, il y a un membre de la famille qui a entendu parler sur le refuge. Donc, il a fait affaire avec l'ambassade de Canada en Colombie pour demander le refuge. Il a été accepté. Et après ça, l'un et l'autre. Donc, les autres membres de la famille se sont joints. Donc, c'est ça. Lui, il a été kidnappé et assassiné. Et après ça, la pression contre la famille, ils ont dû tout laisser. Toutes les propriétés, les comptes à la banque ont été bloqués, donc ils ont passé des situations très, très difficiles. Et c'est la raison de pourquoi on a demandé les refuges. Donc on est arrivé comme réfugiés pris en charge par l'État. Est-ce que ces démarches-là, ça prend du C'est pas temps? évident parce que ce processus, il faut avoir des contacts, il faut avoir certaines débrouillardises pour pouvoir savoir à quelle porte aller cogner pour demander ce type d'accompagnement. Alors, n'importe qui, ça va être difficile à n'importe qui pouvoir accéder à ce type de choses. Il faut être bien accompagné, bien entouré et avoir des contacts et l'éloquence de pouvoir aller demander à la bonne place. Donc, ça peut prendre du temps pour certains. Mais une fois que le cas, dans notre cas, qui a été connu, qui a été évalué par l'ambassade, à l'intérieur de 2 semaines, on avait déjà toutes OK. les droits de pouvoir accéder, de rentrer au pays. OK. Il y a des gens que ça prend des mois et des mois d'analyse pour valider si vraiment ce que la personne a raconté, c'est vrai, Ouais. avant de pouvoir lui donner ça. Par exemple, en Colombie, si on fait partie des forces armées, mettons de l'armée ou de la police, ils sont beaucoup plus exigés à pouvoir prouver qu'ils n'ont jamais été mêlés à des histoires, des conflits armés, qu'ils n'ont pas intervenu de façon illégale, même s'ils sont de l'armée, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir. Donc, il fallait prouver qu'à telle période, ils n'étaient pas impliqués dans des conflits armés. Bon, c'est très exigeant pour les gens des forces armées, pour prouver que vraiment, ce sont des gens qui sont clean pour pouvoir entrer. Fait que là, t'avais quel âge quand t'es... Et j'avais 33, je pense. Oui, OK. 32 à peu près. Oui. OK. Puis là, tu parlais pas français. Non. Ben, je savais qu'il y avait un nez et un pas, mais je ne savais pas lesquels allaient en premier. Je savais qu'il y avait les bonjours, merci, mais pas plus que ça. J'avais appris un petit peu à l'école, mais j'avais oublié. Est-ce que ça a été long pour toi? Je pense que le français et l'espagnol, il y a beaucoup de ressemblances. C'est vrai. Et donc, j'entendais des gens en arrivant parler. Je comprenais un peu les sujets, mais je ne décortiquais pas tous les mots. En plus, qu'il y a une cadence, il y a une mélodie dans la façon de parler les Français au Québec qui est différente à celui que j'avais entendu au moment donné. Et il y a aussi beaucoup de... Vous coupez beaucoup les mots. Oui. Donc, c'est là qu'on est perdu. Alors, je pense que j'étais relativement fonctionnel 3 mois plus tard. Je comprenais un peu plus. J'étais capable de pouvoir dire oui ou dire non. Non, c'est pas ça. Donc, j'étais capable de pouvoir me faire comprendre, mais peut-être pas m'exprimer à 100%. Mais 3 mois plus tard, d'avoir commencé la francisation, qu'il a fallu attendre aussi, parce que c'est pas en arrivant qu'on commence la francisation. C'était comme ça en 2003, puis c'était encore en 2024 la même chose. Accéder à la francisation, c'est tout un processus. Il y a des listes d'attente. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu es arrivé ici? Et je pense d'être loin de ma famille. En Amérique latine, la plupart des communautés culturelles, lorsqu'on parle de la famille, on ne parle pas de papa, maman et enfants. On parle des grands-parents, des tantes, des cousins, les voisins même. S'ils sont très proches, ils font partie de la famille. Alors, j'ai grandi dans cette ambiance d'être entouré de la famille. La plupart des membres de la famille habitaient dans le même quartier. Donc, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire, on était tous ensemble. Les temps des fêtes, on se voyait tous les soirs. Donc, s'éloigner de tout ça, mais principalement de ma mère, mon père, mes soeurs, c'est quelque chose qui m'a manqué un peu. Et en arrivant, c'était ça. Plus tard, c'était l'accès à l'emploi.
OK. On arrive avec des compétences, avec des envies, avec des rêves. Je veux avoir une maison, je veux avoir une bonne qualité de vie. Je vais faire n'importe quoi, je vais travailler en faisant n'importe quoi pour donner une bonne qualité de vie à mes enfants. Je pense que on pense tous pareil. Mhm. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile d'accéder à un emploi. Euh, la société, peut-être, c'est pas par méchanceté, je pense que la société n'avait pas les besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas si la personne parle ou pas la langue, mais on a besoin de quelqu'un pour venir travailler. Mhm. Parce que c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. À l'époque, non. À l'époque, il fallait quasiment aller travailler gratuitement en semaine pour prouver qu'on avait les Ouais. compétences et qu'il y avait la possibilité de développer certaines choses. On entendait parler qu'on pouvait aller cueillir des fraises, Ouais. cueillir des tomates. Ce type de choses qui à l'époque commençaient à être difficiles à recruter du personnel pour les agriculteurs. Et beaucoup de personnes immigrantes ont commencé à le faire parce que c'était une source de financement. Mhm. Et c'était dur, travailler dans les champs. Les gens qui ne l'ont jamais fait, moi, dans mon cas, c'était difficile, c'était très dur. Ben oui. J'avais cueilli des fraises, mais pour les manger sur Ouais, place, oui, c'est ça. lorsque C'est j'étais enfant, différent, là. mais de le faire toute une journée, Ouais. Au c'est gros une autre soleil, là. histoire, Ouais. oui. Alors, j'admire les gens qui sont capables de laisser de côté toute ça, la souffrance, les douleurs. Je me souviens que la première fois que je suis allé cueillir des fraises ou des tomates, je pense que c'était des tomates, j'ai eu pour toute la journée $32. Je suis allé acheter une boîte de Tylenol. Mm. Ça m'a coûté $15. Oh, arrête. Et le lendemain, Oh, je devais commencer à faire la même chose. Donc, c'est très, très difficile, très wesh. dur. Ouais. Oh C'est, mon Dieu. il faut vraiment être forte pour Hey, passer à travers tout ça. 32 $. Ah, ça m'a fait penser à, ben pas le 32 $, mais à ce que tu disais un petit peu plus tôt, tu sais, le film de Kim Thuy, Oui, son papa qui arrive, puis qui a tellement de connaissances, tu sais, il a un super beau boulot où est-ce qu'il est, puis il arrive ici, puis de il zéro, est de moins zéro. livreur, C'est tu comme sais. comme la température au Québec, de moins zéro. Ben oui, fait que je trouvais ça tellement triste que personne reconnaisse sa valeur, tu Et sais. comme ça, on a des examens dans toutes les villes de Québec. Combien de médecins sont des chauffeurs de taxi à Montréal? Mhm. Combien de médecins sont dans une cuisine, dans un restaurant? Ouais. Je connais des amis, un avocat que je connais dernièrement, qui a commencé dans un restaurant. Il était plongeur, après ça, c'était cuisinier. Un avocat. Ouais. Alors, c'est difficile de prouver qu'on a les compétences, et qu'on peut, qu'on est capable. Mhm. Alors, il y a la méfiance, je peux comprendre, non? C'est normal, hein? Je ne te connais pas, est-ce que tu es une bonne personne, pas? Oui, il peut y avoir un peu de méfiance. Mais je pense que le message à passer à la communauté, c'est ça. Donnez-lui la chance à une personne immigrante qui s'il a eu la force de pouvoir émigrer, de se trouver ici, d'apprendre une nouvelle langue, Vraiment. de se conformer à de nouvelles façons de faire, à une façon de s'habiller, de se nourrir, Mhm. sûrement il va essayer de faire son mieux pour s'accommoder, commencer à travailler dans les contextes où il va pouvoir trouver l'opportunité. Ben Parce que oui. pour, pour certains, un petit emploi d'été, c'est comme un tremplin. Mettons un étudiant, un emploi d'été pour un étudiant de cégep ou de l'université. Il va travailler, par exemple, je ne sais pas, comme caissière dans une épicerie. Mhm. C'est un emploi d'été parce que sa projection professionnelle est beaucoup plus ambitieuse et a étudié pour ça. Une personne qui arrive ici, qui même si elle a les compétences, mais qui n'a pas la reconnaissance de son diplôme, ni l'opportunité, cette opportunité de pouvoir travailler à la caisse dans une épicerie, c'est ce qui va lui donner la stabilité financière Mhm. pour toute sa famille. Alors, on ne pense pas à ça, parfois. Ouais. C'est une opportunité de vie qu'on donne à une personne avec ce qui pour l'autre, c'est un petit emploi d'été. Je trouve ça le fun que, ben, je trouve ça beau que ça soit toi qui soit à la tête de série parce que, je veux dire, tu as tout vécu ça toi-même. Tu sais exactement ce que les personnes qui arrivent ont le plus besoin. Tu sais, tu peux être super empathique avec eux parce que, justement, tu l'as vécu. Fait que je trouve ça vraiment bien. Oui, merci. Je pense que plus que ce soit moi,
sont une personne qui a passé à travers le processus. C'est ça qui compte et je pense que lorsque les conseils d'administration ont eu l'intérêt, c'est de s'assurer, comme tu viens de le dire, que la personne qui soit à la tête puisse comprendre tous les enjeux d'une personne qui vient de débarquer. Peut-être que je n'ai pas toutes les compétences nécessaires, mais on apprend tout dans la vie. Comment nous, on peut aider ceux qui arrivent? Parce que je pense que tu as un programme qu'on peut s'associer avec une famille, si je ne me trompe pas, pour l'aider à faire des choses simples comme aller faire l'épicerie ou... Exactement. Comme je dis à chaque entrevue d'embauche, qu'on a passé aussi une période de roulement de personnel assez exigeante. Je disais à chaque rencontre, en commençant la rencontre, je disais, on est un organisme qui travaille pour les êtres humains, avec des êtres humains. Donc, on est ouvert à travailler avec les êtres humains qui veulent nous accompagner dans cette belle aventure. On a toutes sortes de défis à tous les jours lorsqu'on accompagne une personne qui vient d'arriver. Ces gens-là n'ont pas un véhicule pour se déplacer, donc on peut trouver quelqu'un qui va l'accompagner pour le déplacement. Peut-être qu'il ne comprend pas la langue, donc on a besoin de quelqu'un qui parle aussi la langue pour s'impliquer comme des interprètes. Et l'aménagement dans un appartement, la première fois qu'on rentre dans un appartement, comment fonctionne un thermostat. Donc, expliquer ça, accompagner les familles, installer des rideaux, des gens qui n'ont jamais eu une fenêtre, alors maintenant on a une fenêtre et un rideau à installer. Donc, il y a tellement de petites affaires. Maintenant, on vient de déployer un nouveau programme avec un financement. On réclame que les enfants obtiennent une réussite académique. Mais comment on peut demander à un enfant de fonctionner bien à l'école si les parents sont peut-être analphabètes dans sa langue maternelle et qui sont aussi allophones, qui ne sont pas francophones? Comment le papa va aider à son enfant si lui-même n'a jamais fréquenté une école? Comment on va lui aider? Alors, on réclame la performance académique, mais on ne se rend pas compte que c'est une affaire familiale. Donc, on est en train de monter un programme qui va former aux bénévoles qui vont nous accompagner pour faire l'aide aux devoirs. Mais ce n'est pas seulement l'aide aux devoirs aux enfants, aux élèves, sinon l'aide aux devoirs aux parents. Comment, en tant que papa, je peux aider à mon enfant à faire les devoirs, même si je ne suis pas francophone, même si je n'ai pas les compétences académiques. Mais il y a un contexte qu'on peut préparer pour que ce soit plus facile de faire les devoirs, en routine. Donc, tout ce type de choses, on est en train de les développer. Donc, on a besoin des personnes qui ont l'intérêt de contribuer, de collaborer, de lui permettre à ces gens-là de découvrir la ville. Et c'est ça qui va faciliter l'intégration. C'est pour cela que je te disais tantôt l'adaptation. Si on est capable d'adapter la façon de fonctionner, la personne immigrante va s'installer rapidement. Puis mettons, comme moi qui parle pas, je parle anglais et français, est-ce que je peux quand même, est-ce qu'il y en a qui arrivent qui parlent soit anglais ou français déjà de base, qu'on pourrait aider? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont seuls, qui ont juste besoin de quelqu'un pour placoter. La proportion de ceux qui parlent français, elle doit quand même être petite versus... Oui, mais même à ça, je me souviens la première fois que j'ai commencé à côtoyer quelqu'un ici, un bénévole de l'organisme. Elle ne parlait pas espagnol, mais elle avait l'intérêt d'apprendre l'espagnol. Puis j'avais l'intérêt d'apprendre le français. Donc on s'est changé, elle utilisait toutes sortes de stratégies pour essayer de me faire comprendre certains mots. Là, on s'est rendu compte qu'un dictionnaire pourrait être facile à utiliser. Et on commence à développer des techniques, d'approches pour pouvoir entrer en communication. Mais le plus beau, plus que la langue, c'est développer l'estime de soi. Parce que j'arrive sans connaître personne, sans avoir la chance de pouvoir m'exprimer, même avec un français très rudimentaire, mais de voir que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui sourit avec les choses drôles que je dis ou la façon incorrecte de prononcer, ça va créer déjà un lien. Et l'autre personne va trouver aussi des choses intéressantes. Il va me dire, c'est beau ton accent, par exemple. Ça nous rend fiers. Donc, ça renforce l'estime de soi et ça permet, encore une fois, une meilleure intégration. Donc, oui, il y a plein d'occasions et de stratégies pour pouvoir s'impliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu aurais peut-être aimé aborder ce sujet-là, puis j'y ai pas pensé, ou quelque chose sur l'organisme que tu voudrais dire? Bon, je pourrais peut-être souligner, oui, le travail de l'équipe. On est une équipe interculturelle, donc il y a des gens de différents pays à l'intérieur de l'équipe, de différents groupes d'âge, des métiers, des professions, des maîtrises à l'intérieur de mon équipe. Donc, c'est une équipe dévouée qui cherche toujours à trouver la stratégie pour donner la bonne réponse. Pas nécessairement la réponse que la personne immigrante veut, parce que parfois, oui, on cherche une réponse, mais c'est pas ça la bonne.
Donc, on essaye de toujours faire comprendre ça à la population, qu'on est dévoué, qu'on veut vraiment être un leader en prestation de services, mais on n'a pas le contrôle de tout. Et je pense que c'est important de le nommer dans le contexte actuel avec les nouvelles mesures gouvernementales. Ça nous limite un peu dans notre pouvoir d'action. Donc, on a l'intérêt, on a la volonté, mais les programmes sont encadrés et on doit respecter. Et les gens pensent que nous avons le pouvoir décisionnel, qu'on est les gouvernements, ils nous voient, les personnes immigrantes nous voient comme un gouvernement, mais on doit juste déployer un programme qui a été déjà bâti et on n'a pas un grand pouvoir d'action là-dedans. Donc, c'est pas évident que pour quelqu'un qui demande un service qu'on ne peut pas l'offrir, par exemple, un demandeur d'asile qui veut avoir un accompagnement pour certaines choses, non, vous n'êtes pas admissible à cet accompagnement. C'est triste, c'est dur. Ouais. Donc, je pense que c'est important que la société le sache. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup la peine lorsqu'il y a eu la situation de l'Ukraine. Au début, le gouvernement n'avait pas réagi rapidement pour développer un programme spécifique pour les personnes qui fuient la guerre. Et les gens qui commençaient à arriver, la société qui s'est mobilisée pour les accueillir, s'attendait qu'on fasse la même chose qu'on fait pour tous les réfugiés. Mais à l'époque, les gens qui venaient de l'Ukraine n'étaient pas considérés réfugiés. Alors, on n'avait pas les mêmes critères d'admissibilité au programme. Alors, lorsqu'on avait cet empêchement, on était peut-être mal interprété, mais ce n'est pas un manque de volonté. Simplement qu'on avait des empêchements. Et je pense que les attentes aussi de la société par rapport à l'accueil des personnes de l'Ukraine étaient beaucoup plus élevées de ce que le gouvernement à l'époque était prêt à donner. Et il y a eu une belle mobilisation que j'admire de la communauté ici pour accueillir les personnes ukrainiennes. Mais ce n'était pas facile pour nous de pouvoir rentrer dans le même beat. Mais on a essayé de faire notre mieux et on a des histoires à succès aussi intéressantes. On voit que les gens se sont installés rapidement et ce sont des gens qui sont très performants. OK. Est-ce que ta famille, tu me parlais de ta famille tantôt, est-ce que tu as réussi à faire venir tes parents ici? Non? Non, j'essayais dans une occasion, mes parents ont rentré à pied, pas nécessairement par le chemin de Roxham, mais comme demandeurs d'asile, ils ont demandé l'asile, mais finalement, il y a différentes choses qui se sont passées pendant l'entrevue avec les commissaires. Il y a une crise de santé de ma mère, mon père était un peu dépaysé. Donc, les réponses n'étaient pas les correctes et ça a été refusé, la demande d'asile. Donc, ils ont dû retourner en Colombie. Toute une histoire en arrière de ça. Oh mon Dieu! Oui, c'est déchirant. On entend beaucoup parler des demandeurs d'asile, mais on ne parle pas non plus de tous les défis lorsque ces gens-là sont refusés. Des gens qui avaient réussi à trouver un emploi, à trouver une maison, à s'installer correctement, à payer des taxes, que les enfants commencent à fréquenter l'école. Puis à un moment donné, non, finalement, vous devez quitter le pays. Incroyable. Peut-être parce qu'ils n'ont pas bien fait les choses, peut-être parce que les choses n'étaient pas correctes, peu importe. Mais de penser à reculer et à retourner dans son pays d'origine, et peut-être qu'ils sont vraiment en danger, c'est quelque chose de compliqué. Je suis désolée d'entendre ça. Merci. Ouais. Mis à part la famille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'ennuies de ton pays? Oui, toujours, il y a des choses qu'on aime, la bouffe, les fruits, la température. Ben, c'est sûr que j'adore la température ici. À l'automne, été, automne, c'est très agréable. Je me suis bien habitué à l'hiver. Mais c'est ça, je pense, la nourriture, parce que c'est un pays qui la géographie est très différente. Donc, à une heure de déplacement, on peut déjà se trouver dans un climat différent, où il y a quelque chose à manger qui est différent. Donc, je suis un peu gourmand dans ce sens-là, oui. Et la variété des produits qui permet d'avoir une bouffe plus variée. C'est un peu ça. La famille, principalement les amis. Hein. Hier, par exemple, mon ami de toute ma jeunesse est venu me rendre visite. Il était de passage. Donc, on se rencontre de temps en temps. C'est une amitié de, je dirais quoi, une trentaine d'années, qui est toujours, on se rencontre et c'est la même qualité de rencontres. Et c'est ça, perdre les amis, les repères familiales, c'est difficile. Aussi, par exemple, lorsqu'on a des enfants qui doivent grandir dans un autre pays où il n'y a pas des membres de sa famille, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un grand-parent, qu'est-ce que c'est avoir un oncle, un cousin. Et c'est dur, c'est difficile parce qu'on sait la beauté qui est la famille. Ben oui. Alors,
Ce sont des choses qui manquent. Mm-hmm. Tu as parlé des fruits dans ton pays. C'est quoi les meilleurs fruits qu'il y avait? Oh, il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien de fruits il y en a, mais... Mais mettons tes préférés. Tu sais, y a-tu des mangues? Y a-tu des... Oui, il y a OK. tous les fruits du pays tropical, on peut les OK. trouver dans mon pays. OK. Donc, tous les fruits que tu connais déjà, et plein d'autres, on peut les retrouver. Il y en a une qui s'appelle la guanabana. Je ne sais pas si c'est Non? en traduction en français. On ne la trouve pas. C'est rarement. On peut la trouver dans certaines épiceries OK. à caractère interculturel, plutôt à Montréal. OK. La coupe de la viande, la OK. façon de couper la viande, en Colombie, il y a certaines coupes qu'on ne retrouve pas ici. Mais ici, il y a une boucherie qui est très fréquentée par les Colombiens en particulier. D'ailleurs, toute l'équipe de la boucherie parle en espagnol lorsqu'ils se rendent compte qu'on parle espagnol. Ils veulent t'offrir le service en espagnol, même si on parle français. Non, ils veulent te parler en espagnol. Ils connaissent les noms de la coupe Oui, OK. en espagnol. Ah, j'ai vu chicharrón, j'ai vu costillas. Donc, c'est intéressant et c'est bon. Je pense que c'est le multiculturalisme qui commence à s'installer dans la société et c'est ça qui représente la richesse dans n'importe quel milieu. Hein. Ouais. Parce que c'est drôle, hein? On critique, pas nous, mais il y a un petit groupe de la société qui peut critiquer un peu l'immigration, mais il ne se rend pas compte que la provenance de la pizza et plein de choses qu'on mange viennent d'ailleurs, les véhicules qu'on utilise viennent d'ailleurs, Ouais. la technologie qu'on utilise vient d'ailleurs, mais si quelqu'un vient d'ailleurs, il est bizarre. Ah, c'est ça. Donc, c'est bizarre cette situation. Ouais. Mais non, je pense que ça prend juste une ouverture. Et dire, OK, on va lui laisser la chance, on va voir. On peut se surprendre. Et c'est ça qui est agréable. Hein? Et on est fou lorsqu'on a la possibilité de manger une affaire qui vient d'ailleurs, un nouveau goût, un nouveau savoir. C'est la même chose, découvrir quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ouais. Alors, oui, c'est sur les fruits, il y en a tellement. Je comprends à 100% ton... Oui, 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 oui. que tu t'ennuies des fruits de Et là-bas tu vas à parce n'importe que... quel coin, tu peux trouver un jus des fruits fait directement avec la vraie fruit, pas la pulpe, comme on trouve ici. On Oui, peut trouver oui. beaucoup de pulpe surgelées, mais c'est pas la même chose qu'ouvrir. C'est comme une pomme. J'ai déjà découvert ça. C'est pas la même chose acheter une pomme à l'épicerie qu'aller l'enlever directement de l'arbre et la manger. Le goût est complètement différent, même si c'est les mêmes producteurs, les mêmes arbres. Mais juste le fait que ça garde quelque temps dans un frigo, c'est pas le même goût que le manger directement sur place. Ouais. Donc, ce sont des choses que ça nous éloigne. Oui. C'est comme manger une orange ici puis une orange au Maroc, c'est complètement différent. Exactement, exactement la même chose. Ouais. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton Non, temps. Alex, merci pour ton invitation. Je pense que la curiosité que tu viens d'exprimer avec ton invitation, c'est une saine curiosité que je pense que la société devrait pas se gêner de se lancer à poser la question et à découvrir. Parce que normalement, on a beaucoup plus tendance à aller répéter ce que quelqu'un m'a dit ou ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, sans nécessairement vraiment m'informer, valider si c'est vrai ou pas et avoir mon propre jugement. Et à chaque fois que je suis invité, et c'est pas parce que c'est moi, je pense que les gens découvrent l'immigration et ils se rendent compte que c'est beau. C'est toute une expérience enrichissante de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment l'immigration. Et là, on commence à se détromper. Il y a des mêlées, des histoires qu'on a entendues à la télé, dans les médias, par les politiciens, dans les réseaux sociaux qu'on pense qu'on va aller s'informer, mais plutôt se désinformer parce que n'importe qui va pouvoir dire n'importe quoi et une centaine en arrière vont reproduire la même information qui est une fausse rumeur, qui c'est pas vrai. Alors je pense que, comme je peux le dire à ma fille, comme je peux le dire à n'importe qui, si tu as besoin de connaître la bonne réponse, va directement à la bonne source d'information. Pas avec ton voisin qui a un ami qui lui a dit que c'est lui d'en face qui est de l'autre côté de la rue. Non. À la source d'information, tu vas obtenir ta propre réponse directement. Et là, tu vas pouvoir t'organiser en conséquence et tout, et avoir ton propre jugement. Fait que je vais mettre le lien vers le site Internet si jamais quelqu'un veut être bénévole. Mais oui, on est toujours à la recherche des bénévoles. On a super de beaux projets en cours, on veut impliquer les bénévoles. D'ailleurs, il y a une formation qui s'en vient pour développer l'approche interculturelle en tant que bénévole. C'est pas juste la volonté de vouloir aider, mais il faut savoir aussi comment je peux aider. Alors, on offre ce type d'accompagnement également pour nos bénévoles. OK.
Fait qu'on va aller voir ça sur le site Internet. Je vais mettre les informations. Puis encore une fois, merci beaucoup de ton ouverture. Merci puis, beaucoup au nom de l'équipe et de la famille migrante pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci, Prix. Ça me fait plaisir. Merci bien. Bye. Bye.